Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour évoquer le rôle des Irlandais dans la guerre d'Espagne, qui fut l'un des événements les plus polémiques de l'histoire européenne. Plus controversée, moins connue que la Seconde Guerre mondiale, elle fait l'objet d'interprétations nettement plus clivantes. En effet, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale, le camp des vaincus ne fut pas universellement condamné et le camp franquiste victorieux dut attendre jusqu'en 1955 pour entrer dans l'Organisation des Nations Unies. Du fait de ses associations avec le nazisme et ses crimes de guerre. Juste après l'éclatement de la guerre d'Espagne, une phalange d'Irlandais fascisants, menée par une figure de la résistance nationaliste, embarque en direction du sud de la chrétienté. Le participant au conflit s'avère un échec pour les Irlandais. Le terme même de guerre d'Espagne, utilisé en français, souligne son caractère international, comme si la guerre était un prélude inévitable à la Deuxième Guerre mondiale sur le territoire espagnol, du fait des nombreuses participations étrangères, allemandes, soviétiques, italiennes, portugaises, etc. Cette interprétation du terme dissimule néanmoins la complexité des motivations partisanes des partisans et notamment des Irlandais. La période de la guerre d'Espagne est très instructive en ce qui concerne la consolidation des deux principaux partis irlandais, Fianna Fáil et Fine Gael, mais aussi sur le milieu de la gauche travailliste et républicaine. Moins de 20 ans après la guerre civile irlandaise, nombre des vétérans sont partis s'engager dans une nouvelle guerre, celle d'Espagne, aux côtés de Franco. Vous voulez en savoir plus sur la guerre d'Espagne? Venez avec moi. Une des particularités de l'Irlande des années 1930 fut que la presse irlandaise et la majorité de la population eurent très rapidement plus de sympathie pour le camp nationaliste du général Francisco Franco, qui était représenté et perçu comme venant à la défense de la religion catholique. Ce sentiment s'enracinait notamment dans plusieurs siècles de relations entre les hiérarchies irlandaises et espagnoles de l'Église, qui datait du temps où la formation des prêtres irlandais devait s'effectuer hors de l'île. Le parti républicain Fianna Fáil Damon Valera était arrivé au pouvoir en 1932 en promettant de débarrasser l'Irlande des vestiges de l'occupation britannique et de mettre en place des réformes sociales avec l'appui du parti travailliste irlandais. Cette coalition initiale oblige les deux partis à constamment affirmer leur caractère catholique et anticommuniste, mais l'essor de l'Irish Press Damon Valera confirme l'existence d'une base électorale de républicains modérés, d'ouvriers, de paysans et de petits propriétaires en faveur d'une version modérée du républicanisme, qui rapprocherait l'Irlande de l'objectif d'une Irlande totalement indépendante et unie à l'image de la République déclarée le jour de Pâques 1916. Réciproquement, une minorité commence à être attirée par les idées fascistes et corporatistes de l'Italie de Benito Mussolini. Au moment du coup d'État en Espagne, les journaux irlandais expriment d'abord leur scepticisme, puis manifestent progressivement leur sympathie pour le camp franquiste. La population suit majoritairement les recommandations de la hiérarchie catholique, dont les sympathies vont aux défenseurs de la religion, et contribue massivement à une collecte en faveur des catholiques d'Espagne. En Espagne, des tensions politiques partisanes couvaient depuis des décennies et avaient été exacerbées par la dictature de Miguel Primo de Rivera 1923-1931. Puis par la mise en place de la Deuxième République, qui avait été entrepris de réduire l'influence de l'Église catholique. La victoire électorale du Front populaire espagnol en février 1936 avait ramené au pouvoir une coalition de libéraux et de radicaux de gauche, avec le soutien de parlementaires socialistes,
similaire au Front populaire français. Cependant, une partie des officiers de l'armée préparait un nouveau coup d'État après une première tentative en 1932 et entre en action le 18 juillet, quelques jours après l'assassinat de Calvo Sotelo, le chef de la droite parlementaire. Le soulèvement militaire fut réussi dans la Castille rurale, dans la Navarre et en Galice, mais mis en échec par des milices populaires d'obédience socialiste, syndicaliste ou marxiste dans la plupart des grandes villes, Madrid, Barcelone, Valence, Bilbao. Ces milices tentent de construire une révolution d'inspiration anarchiste en Aragon, en Catalogne, dans les Asturies, dans le sud de l'Espagne, et les nationalistes catalans et basques, ainsi que la marine nationale espagnole, restent fidèles à la République. L'insurrection armée entreprend la conquête du pays avec plusieurs massacres à Séville et à Badajoz, avant d'arriver à Madrid au mois de novembre. La bataille dite de la défense de Madrid voit l'arrivée des premières brigades internationales aux côtés de volontaires isolés déjà présents dont l'Irlandais Tommy Patton d'Achille et le contingent de Frank Ryan Joe Monks. Le 21 août 1936, tandis que la guerre civile espagnole vient à peine d'achever son premier mois, on annonce à Dublin la levée en Irlande d'une brigade de volontaires pour une croisade en Espagne, sous les étendards de Franco. Une semaine plus tard, les organisateurs attendent plus de 5000 volontaires, répondant à l'appel du général Eowyn O'Duffy. La nouvelle inquiète le gouvernement du très jeune État libre d'Irlande, attaché à sa neutralité, après avoir connu une terrible guerre civile et déjà rompu au coup de menton de O'Duffy, vieil adversaire du président du conseil exécutif irlandais, Eamon de Valera. Mais O'Duffy n'est pas un inconnu, y compris en France. Ancien commandant de l'IRA pendant la guerre d'indépendance, il est nommé chef de la police irlandaise après la création de l'État libre d'Irlande et mène la lutte contre de Valera et ses partisans, hostiles au traité de paix avec la Grande-Bretagne. Tandis que ce dernier est finalement nommé président du Conseil en 1932, Eowyn O'Duffy est démis de ses fonctions de la tête de la police l'année suivante. À la surprise générale, car très populaire O'Duffy. Contrarié, il fonde en juillet 1933 une association d'anciens combattants, l'association de camarades de l'armée, habillés de chemises bleues, arborant la croix de Saint-Patrick, destinée à l'origine à assurer le service d'ordre lors des meetings. Cette association est en réalité autonome, fascissante et armée. Comme ailleurs, la nouvelle formation prend rapidement le surnom de chemise bleue et sut attirer de nouveaux jeunes gens, garçons comme filles. En août, les reporters de toute l'Europe se précipitent vers l'Irlande, où l'on craint l'embrasement d'une nouvelle guerre civile. Alors que le gouvernement de Valera exige le désarmement de la milice, O'Duffy déclare vouloir faire entreprendre une marche sur Dublin à ses troupes en vue de renverser le Parlement irlandais, tandis que la capitale connaît des affrontements sur fond de crise sociale. Pourtant, il annonce au dernier moment qu'il renonce à sa marche triomphale dans l'intérêt de la paix. Il faut dire que les Dublinois ne semblaient guère favorables à cette initiative cavalière et à la perspective d'une nouvelle guerre. Le bras de fer entre De Valera et O'Duffy se poursuit durant tout le mois d'août 1933, faisant redouter aux observateurs étrangers une nouvelle extension du fascisme vers l'Irlande. Pronostiquant un déclin rapide du phénomène dans sa variété irlandaise, le Petit Journal relève à la fin du mois d'août le fascisme est décidément à la mode. D'un bout à l'autre de l'Europe, on voit se dresser une chaîne de régimes nouveaux qu'unit la même haine du parlementarisme. Après plusieurs mois de troubles violents, une tentative d'assassinat dont Eowyn O'Duffy réchappe de peu, De Valera ordonne son arrestation. Relâché peu après, l'insaisissable Mussolini d'Erin fascine l'antifasciste André Violis, célèbre envoyé spécial du Petit Parisien,
qui obtient une interview du dandy en uniforme dans les colonnes du journal. Le 25 février 1937, à l'instar des autres pays membres du traité de non-intervention, le Parlement irlandais vote l'interdiction du volontariat vers l'Espagne. Ce motif est ensuite évoqué par Odofy pour faire rapatrier sa petite troupe, argumentant des difficultés prévisibles pour combler les pertes subies. La brigade compte bien un officier supérieur tué, semblant attester de combats acharnés, mais on rapporte bientôt qu'il n'y a en tout et pour tout que 7 morts et 33 blessés. Que s'est-il donc passé en Espagne que la presse ignorait et qui semblait tant embarrasser le chef de la très catholique brigade irlandaise? Le 19 février 1937, celle-ci était dirigée vers la ligne de front à Ciempozuelos en direction de Madrid. Elle est envoyée comme renfort dans la terrible bataille de Ramara, considérée parfois comme le Verdun espagnol, dont l'objectif était de couper la route Madrid-Valence. Tandis que la troupe va prendre ses positions, une unité de phalangistes s'inquiète de ces accents britanniques derrière leurs lignes. Il est vrai que de l'autre côté des tranchées, d'autres anglo-saxons, ceux des brigades internationales, les avaient particulièrement malmenés. Les phalangistes ouvrent donc le feu sur ces curieux renforts. Après 1 heure d'un échange de feu fratricide, on relève 4 morts parmi les Irlandais, 13 du côté des franquistes. L'épisode a douché les enthousiasmes. Lorsque la brigade est renvoyée à l'attaque 2 semaines plus tard, les Irlandais refusent rapidement de marcher. Furieux, Francisco Franco décide la dissolution de la pauvre croisade et congédie les Irlandais. Le journal Le Temps fait part de la circonspection des Irlandais à l'annonce du retour des croisés. La nouvelle du rapatriement des volontaires irlandais d'ici à quelques semaines a d'abord provoqué une certaine surprise si l'on se rappelle des déclarations du général et de ses partisans affirmant leur volonté de rester en Espagne jusqu'au bout. De plus, la présence d'une unité irlandaise aux côtés des insurgés espagnols embarrasse fortement De Valera et son gouvernement qui ont proclamé l'adhésion de l'État libre à la politique de non-intervention. Aussi, serait-il raisonnable de considérer le retour des volontaires comme rétablissant une situation normale? Mais selon ce qu'on dit dans les cercles bien informés des questions irlandaises, la croisade espagnole avait attiré hors du pays les esprits les plus combatifs, garçons braves, généreux, mais fanatiques et obstinés, ne rêvant qu'expéditions et batailles rangées pour la cause de l'armée républicaine irlandaise ou ceux du Fianna Fáil. Aussi, n'envisage-t-on pas sans certaine appréhension le retour au pays qui connaissait depuis quelque temps un calme relatif, des nouveaux héros dont les hauts faits éveilleront parmi l'ardente et turbulente jeunesse un désir d'émulation d'une opportunité discutable? D'autre part, on craint que ce retour n'accentue les sympathies pour la cause nationaliste espagnole, particulièrement prononcée dans le clergé irlandais. Comme Franco n'avait plus besoin de la brigade pour des raisons politiques, il n'envoie jamais de deuxième navire pour les 600 volontaires suivants qui s'étaient rassemblés à Galway en janvier 1937. En février, la perspective de l'arrivée de renforts irlandais fut exclue par l'adoption par le gouvernement de Valera d'une loi interdisant à tout autre volontaire de partir en Espagne pour combattre dans l'un ou l'autre camp. Les brigades en Espagne avaient du mal à faire face à la nourriture grâce à la profusion inhabituelle de bon vin. En avril 1937, l'adjudant Odofy, le capitaine Gunning, s'enfuit avec son salaire et un certain nombre de passeports. Un membre de la brigade note dans son journal que le moral s'effondre. Bandara craque, tous les hommes tombent malades et s'affaiblissent. Des dizaines vont à l'hôpital chaque jour. De grandes rumeurs sur le retour à la maison. Entre-temps, après l'échec de l'assaut sur Titul Sia, le général franquiste Juan Yagué écrit à Franco pour lui dire
qu'en raison de l'absence totale de commandants professionnels, l'efficacité militaire de cette unité est absolument nulle et recommande que la brigade irlandaise soit dissoute pour que ceux qui voulaient servir dans d'autres unités soient logés et que le reste soit rapatrié en Irlande. O'Duffy a alors proposé de retirer son unité et Franco a accepté. Le nouveau général de la Légion étrangère, Juan Yagué, déteste O'Duffy. Cela l'arrange donc. La majeure partie de la brigade retourne à Caceres et fut renvoyée au Portugal, puis en Irlande. À son arrivée à la fin de juin 1937 à Dublin, il fut accueilli par des centaines et non par des milliers comme prévu, et la carrière politique d'O'Duffy était terminée. Comme on l'a vu, durant la guerre d'Espagne, les volontaires irlandais rejoignent à la fois le camp des franquistes sous le commandement d'Eowyn O'Duffy, fasciste irlandais qui a créé la Légion Saint-Patrick, et à la fois les rangs républicains sous le commandement de Colin Connolly au sein de la brigade Abraham Lincoln. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.